Oui, alors je pense que moi j'ai un double sentiment. Le premier, c'est de réussir ça, réussir ces retrouvailles, ce premier get-together, parce qu'on a créé cette association amicale, ce club des copains, on l'a créé pendant la période des Covid, donc on ne se voyait qu'à travers des Zooms ou des Teams, et de dire, c'est la première, est-ce que ça va prendre ou pas? Et, et le deuxième sentiment, c'est ô combien c'est agréable de recevoir des compliments des copains qui disent quelle magique idée de nous avoir réunis ici et on est tous là à partager ce bonheur de se retrouver, comme ça l'était à chaque fois quand on se croisait dans nos séminaires une fois par an, c'est toujours des embrassades, des accolades et une joie d'être ensemble. Ben, c'est ça un peu qui nous caractérise et qui fait de nous que nous sommes une famille parce que le club va au-delà du job. Le club va vers le partage. Ma femme me disait, on a l'impression qu'on était dans une télé-réalité. On vivait ensemble, on partageait des choses, sauf ce qu'on n'était pas filmé. Donc on est là et on est très heureux d'être ensemble. Oui, effectivement, on est confronté à des différentes histoires. Et des fois, elles sont très heureuses, des fois, elles sont très drôles, des fois, elles sont malheureusement moins drôles et même tristes. Alors, une qui me vient à l'esprit, c'est on est à Columbus. En 2000-2001, je suis chef du village sur place. Et quand tu es à Columbus, tu es seul au monde. C'est le film Tom Hanks. Tu es là, un village, quelques familles, une petite île. Donc, on doit se débrouiller tout seul. C'est un village qui est autonome. Il peut vivre en grande autonomie, que ce soit en ressources et autres. Et on reçoit sur le petit aéroport de San Salvador, on reçoit des charters qui arrivent des US. À l'époque, quand j'étais, c'était seulement les US ou du Canada. Maintenant, on peut arriver directement de Paris sur Columbus et continuer sur Punta. À l'époque, c'était les charters qui arrivaient. Et un charter est arrivé de New York, il se pose, il vide son avion, nos GM arrivent, il faut repartir. Et il est là, le commandant de bord, il regarde, en attendant qu'il remplisse, il regarde, il dit, le camion pompier, le tire, hein, le pneu, est à plat, flat. Donc il est comme ça. Le gros camion, magnifique, jaune, brand new, comme ça. Et c'est une norme de sécurité. Il dit, je ne décolle pas, pour norme de sécurité, tant que le tire n'est pas réparé. Les bains mis sur place, San Salvador, 700 habitants, allô le club, parce que tout le monde passe par le club. Allô, on a un problème avec le truc, le commandant de bord ne veut pas décoller, le tire il est flat, et il faut venir réparer. On appelle Nicolas, on m'appelle, j'appelle Nicolas Dupont à l'époque, qui était le chef de maintenance, et on va à l'aéroport. Et on va voir cette histoire de charter, d'avion qui ne redécolle pas, parce qu'il fallait qu'il parte l'avion. Parce qu'il n'y a pas où dormir, c'était où ils partent, où les gens vont dormir dans l'amphithéâtre. Parce qu'il y a un seul hôtel, c'est le Club Med. On va voir le tire, on voit ce qu'on peut faire, on cherche l'équipe pour réparer, le pompier, lui, il est là, il attend. On répare le pneu. Alléluia, on répare le pneu. Et de midi à 18h30, ça y est, le pneu est réparé, l'avion pourra décoller. Ça y est, hop, il constate que le pneu est réparé, il peut décoller. Et là, le pompier nous dit, ils font chier ces Américains, hein. Il faut un scandale pour le pneu. Il n'y a pas d'eau dans le camion. Ça veut dire trop mot que le tank était vide. Donc, tu vois, donc ça faisait partie des anecdotes qu'on a. Le mec, il dit, ah, voilà. Donc c'est une histoire que je raconte souvent parce que je la trouvais, elle reflétait un petit peu l'esprit tranquille. Voilà. Venez réparer le pneu, ok, mais il faut remplir l'eau. On faisait tout dans cette île. Voilà une petite anecdote de chef de village que j'avais vécue. Une autre
Est-ce que j'en ai d'autres? Est-ce que j'en ai d'autres? Comme ça qui me vient à l'esprit tout de suite, comme ça. J'ai rappelé tout à l'heure, quand on était à table, l'histoire de la course d'âne. On avait arrêté la course d'âne, rappelle-toi. On s'est dit, il fallait tout de suite, il fallait gagner. Nous, ce qui comptait pour nous, c'est de gagner. Le pauvre Jonathan Smith, qui avait organisé cette course d'âne sur la plage d'Agadir, il avait rassemblé les gens, c'est 14 juillet, c'était on allait courir pour gagner, mais courir simplement. Nous, au Maroc à l'époque, l'âne, il fallait qu'il court. Et il prenait la traha, il prenait l'assa, il prenait le bâton. Mais on était au-delà du bâton parce qu'on avait fait des choses tellement horribles qu'on avait choqué les gens et que depuis ce jour-là, on avait arrêté la course d'âne. Et on s'est dit heureusement que Brigitte Bardot n'était pas là. Voilà mon pote. La première qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est la nomination. Parce que dans cette nomination, il n'y a pas seulement la récompense d'un travail ou la récompense d'un engagement, d'un dévouement. Il y a aussi la surprise, où on ne s'attend pas. À l'époque, en tout cas de ma génération, on ne s'attendait pas à ce qu'on soit promu. Et les chefs du village, nos chefs du village, organisaient ça de manière tellement extraordinaire parce qu'ils savent que ce sont des moments marquants dans la vie de Géo, avec un sens d'émotion, un sens de fraternité et un sens de surprise et de fête. Parce que c'est le moment le plus magique qu'on a dans la vie, dans sa vie professionnelle au club. D'autres histoires d'émotion, c'est que moi j'ai eu l'incendie à Dabalaya. Les incendies de 2003, les fameux feux de 2003-2004. J'ai frôlé la catastrophe sur le village de Dabalaya et j'étais off ce jour-là, j'étais loin du village, j'étais à près 45 km en famille et je revenais en fin d'après-midi de l'hôtel où j'étais en farniente avec mon fils et ma femme et je vois un feu de loin. Et tu te dis toujours, c'est chez les autres, parce qu'il y en avait des feux, c'est chez les autres. Mon téléphone était dans le coffre, dans le sac, dans le coffre. Je suis au feu et j'entends le téléphone sonner. Je me range, j'arrête, je prends le téléphone. Il y avait au moins 40 appels en absence. Le RT qui me dit, Youssef, on a le feu au village, on ne sait pas comment gérer, c'est très difficile, etc. Et bien j'arrive dans le village. D'abord c'était sécurisé, on ne pouvait pas arriver dans la zone où il y avait le village. Je laisse la voiture à madame, je suis en tank, je cours 1 km pour arriver au village. Et je suis arrivé là. Et j'ai trouvé cette équipe de GO et de GE avoir géré l'évacuation du village vers une zone de sécurité, d'avoir combattu le feu. Les pompiers ne pouvaient pas descendre parce qu'on avait une passerelle qui relie 2 hôtels qui empêchait la hauteur du camion pour descendre, pour aller. Des hélicos qui pompaient l'eau dans la mer, mais les GO et surtout le personnel GE d'Abalaya qui étaient face au feu avec des lances incendies, parfois des tuyaux, ils ne voulaient pas partir tant que le feu n'était pas. Et on a passé la nuit à arroser pour sauver CGM et sauver ce village. Et cette action collective de cette équipe m'avait beaucoup touché parce que le patrimoine, s'il a été sauvé, c'est bien sûr les pompiers, mais c'est aussi toutes ces femmes et ces hommes de Dabalaya, qu'ils soient GO portugais ou GO internationaux, et qui avaient combattu le feu et qui avaient servi à manger au GM dans une zone en dehors du risque et qui avaient même réussi à projeter le match de la demi-finale de l'Euro qui se passait en 2004 parce que DGM, eux, ils s'en foutaient du feu, ils voulaient juste voir le match, ils voulaient voir l'événement. Donc ça, ce côté collectif, tous ensemble, ça m'avait beaucoup plu parce que c'était one team et ce sont des belles histoires du club.